Ce 16 juin 1826, le massacre des janissaires vient de débuter. Étourdi par le sultan Mahmoud II, celui-ci veut moderniser l'empire et se débarrasser avec le soutien de l'armée et des oulémas. Le peuple s'est précipité vers les casernes. Toutes les causes et les conséquences tout de suite dans les news de l'histoire. Amis de l'histoire, bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode des news de l'histoire. Macron, En Marche, gouvernement, remaniement, ce sont les grands mots de l'actualité de ce mois de juin. Dans toute cette actualité, on retient bien sûr que l'un des grands enjeux de ce quinquennat sera de libéraliser certaines pratiques. Mais laissons de côté toute cette actualité profane, toutes ces petites péripéties, au profit de la seule actualité historique qui compte vraiment. Le 16 juin 1826 commençait le massacre des janissaires, ourdi par le sultan Mahmoud II. Pour comprendre cette décision, il faut revenir aux racines de cet ordre légendaire. Déjà, c'est un statut qui date de la sortie de la guerre en 1946. Nous sommes au début du XIVe siècle. Les Ottomans ne sont que l'une des principautés turques qui luttent pour leur indépendance. Ces jeunes États turcs sont désorganisés et leurs armées sont indisciplinées. L'État ottoman repose encore sur un vieux système féodal et l'aristocratie guerrière y occupe une grande place. Il est impossible pour les Turcs d'espérer devenir une grande puissance sans sortir de cette ère de faiblesse et de désunion. Il se trouve que les Ottomans se sont déjà taillés un petit bout d'empire, après avoir remporté plusieurs guerres contre les autres principautés, mais surtout face aux Byzantins. Une taxe importante d'1/5 des prisonniers de guerre, entre autres butins, revient au sultan. L'État ottoman pompe déjà toutes les richesses de ceux qui produisent dans ce pays. Manuel Valls lui-même, il y a quelques jours, l'a dit, trop d'impôts tue l'impôt. Enfin, moins de ceux qui pillent les richesses des autres. On pensait avant que les hommes politiques étaient des gens bien. D'une manière générale, l'Empire ottoman est connu pour être extrêmement interventionniste dans tous les domaines de la vie publique. Il régule les prix et le commerce. Le contrôle des prix, c'est pas une nouveauté dans ce pays. Bref, on est en France, mais au XIVe siècle. Mourad a la riche idée de convertir ses esclaves à l'islam et de les fanatiser afin de constituer autour de lui une garde rapprochée et soumise. C'est la naissance de l'ordre des janissaires. Le système prend la pleine mesure qu'on lui connaît avec l'apparition du devshirme. On atteint ici le summum du cynisme ottoman. Au fur et à mesure de leur avancée dans les terres chrétiennes, les Ottomans utilisent le système inique du devshirme. Ils arrachent des enfants à leur famille avant leur adolescence, les convertissent de force à l'islam, les éduquent pour en faire des guerriers fanatisés et soumis au sultan. On estime ainsi que plus de 200 000 enfants ont été enlevés à leur famille entre le XIVe et le XVIe siècle. En réalité, l'accession au corps des janissaires est signe d'ascenseur social pour les familles pauvres. Les familles recevaient, outre l'assurance d'un beau futur pour leur enfant, des avantages financiers. Les jeunes enfants étaient orientés, selon leurs compétences, vers le palais, vers les scribes, vers le clergé ou vers l'armée. Et les plus prometteurs d'entre eux intégraient l'ENA, ou du moins sa version ottomane, l'école du palais, destinée à occuper les fonctions les plus prestigieuses au sein de l'Empire. Parmi les 47 grands vizirs du XIVe au XVIIe siècle, équivalent du Premier ministre, 42 étaient issus des rangs du devshirme. Ce système n'a rien à envier aux grandes écoles à la française. On peut qualifier les janissaires de première armée professionnelle au monde, en plus d'être des fonctionnaires plus efficaces que tous leurs équivalents de l'époque. Grâce à ce corps d'élite, l'Empire ottoman possède enfin les armes pour s'imposer comme le plus puissant des royaumes turcs. L'Empire enchaîne les succès, et ce grâce à la puissance de ce corps. Véritable fonctionnariat fidèle et talentueux avant l'heure. Leur discipline et leur soumission sont assurées par des règles de vie très strictes. Obéissance absolue aux officiers, esprit de corps, réclusion à la caserne, interdiction du mariage et donc d'avoir une descendance, d'exercer un métier, et même de se laisser pousser la barbe. Les fonctionnaires ont des obligations, impossible de cumuler ces fonctions, obligation de respecter le secret professionnel, devoir d'obéissance à la hiérarchie. Les promotions, les punitions, la solde, la pension de retraite, tout est contrôlé au plus près. Le socialisme moderne n'a rien inventé, mais comme cela arrive souvent quand l'État est seul aux commandes, ce tableau idyllique va rapidement tourner au vinaigre, par l'absence de vision des dirigeants. Les sultans, à force de donner de nouveaux droits à leurs gardes prétoriennes janissaires, vont en faire un véritable État dans l'État. Par leur influence, ils se font nommer aux postes les plus prestigieux. En revanche, ils vont beaucoup moins à la guerre, ce qui est quand même leur activité de base. Tout en continuant à bénéficier de généreuses exemptions fiscales, les janissaires peuvent désormais se déplacer librement, se sédentariser et avoir un métier, se marier et avoir des enfants qui hériteront de leur charge. Ce n'est même plus un simple statut à vie, comme les fonctionnaires par chez nous. Il se transmet carrément de père en fils. Les enfants de professeurs suivront les traces de leurs aïeuls. D'ailleurs, à partir de la fin du XVIe siècle,
le système du déchirmé commence à tomber en désuétude, et on recrute désormais directement les janissaires chez les Turcs eux-mêmes. Le nombre de janissaires augmente ainsi de 26 000 en 1560 à 70 000 un siècle plus tard. Qui vous montre l'évolution du secteur public en pourcentage du PIB. Pour un résultat de plus en plus décevant militairement parlant, puisque les janissaires refusent d'adopter les évolutions stratégiques de leur temps. Ils deviennent une garde d'apparat inadaptée à la guerre moderne. Le but de leur existence n'est plus de défendre l'Empire et ses habitants, mais devient de défendre leurs intérêts et leurs avantages acquis. Les janissaires sont très bien syndiqués. Et à la CGT s'il vous plaît, puisque, non contents d'acquérir sans cesse de nouveaux droits, sans jamais évoluer, et pour une efficacité de plus en plus réduite, ils obtiennent systématiquement la peau de ceux qui veulent les réformer. Le premier est le sultan Bayezid II, tué en 1512. Il sera suivi d'Osman II en 1622, d'Ibrahim Ier en 1648 et finalement de Sélim III en 1808. Celui-ci avait créé un corps d'armée nouveau, organisé selon le modèle européen, le Nizam-i-Jedid, ou Nouvelle Organisation. Et c'est ainsi que nous retrouvons notre bien-aimé sultan Mahmoud II. Le blocage lui est intolérable. Mahmoud II était pris, comme son prédécesseur, d'idéaux de modernisation et d'entrée de l'Empire de le 21e dans le 19e siècle. Pour un sultan qui cherche à moderniser l'administration et les institutions, ça commence à faire tâche d'avoir un petit groupe de soldats qui refusent toute évolution et refusent les réformes. Le 12 juin 1826, il met les officiers janissaires au pied du mur en annonçant la création du Sekban-i-Jedid. Le 14 juin, les janissaires se révoltent. Mais le sultan avait prévu cette révolte. Le 16 juin, les contingents de l'armée régulière et une foule rassemblée par les oulémas se dirigent vers les casernes d'Istanbul. Les canons font feu, et ce sont près de 8000 janissaires qui sont impitoyablement massacrés. C'est la fin de cet ordre légendaire qui a tant marqué l'histoire. C'est tout pour moi, merci beaucoup, à la prochaine. C'est dommage quelque part d'en arriver à de telles extrémités, mais face aux besoins de réforme de l'Empire, aux besoins de modernisation pour l'adapter au contexte moderne, les janissaires, en choisissant la voie du blocage systématique et du refus de l'évolution, ont scellé leur destin. C'était le 3e numéro des News de l'Histoire, merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager ou à commenter la vidéo. Rendez-vous à la rentrée pour le prochain numéro.